Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un point sur l'actu PSG. Hier, on est revenu sur tous les cancans qui sont sortis du vestiaire ces derniers jours. Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'autre versant des périodes compliquées au club, à savoir faire filtrer dans la presse des infos mercato. Comme ça, les supporters dévient le regard du terrain et des résultats en dents de scie, débattent sur le futur mercato parce que c'est un sujet qui intéresse tout le monde et qui fait vent. Et comme ça, tu calmes un petit peu les choses, même si là, le club s'efforce à démentir ce qui se dit notamment sur Mohamed Salah. Donc, c'est pas cette stratégie qui semble à l'œuvre ces derniers jours. Bref, installez-vous, on va décortiquer tout ça dans cette vidéo. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site Foutufo. Vous trouverez le lien en description avec le code à entrer si vous voulez 15% de réduction sur votre commande, ainsi que toutes les infos concernant les promotions en cours. Actuellement, c'est Noël, donc forcément, elles sont très intéressantes. Je vous invite à aller y faire un tour. Vous trouverez bien entendu des maillots non officiels, non authentiques, mais d'excellente qualité, les coutures, les blasons. Mention spéciale aux flocages qui tiennent bien, sous réserve de les entretenir correctement. Les délais de livraison sont corrects, 15 jours, 3 semaines maximum avec un service après-vente à votre disponibilité. Sa taille normale, ne prenez pas une taille au-dessus de celle qui est la vôtre habituellement. Et bien sûr, vous trouverez votre bonheur en matière de maillots actuels sur la saison, avec tous les flocages patch possibles, des maillots rétro, beaucoup de clubs représentés, les équipes nationales, d'autres sports aussi, la NBA, la Formule 1, des chaussures. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Et bien sûr, on les remercie, c'est eux qui régalent. Alors, commençons avec les dernières déclarations de Nasser qui a dit qu'on avait le meilleur entraîneur du monde sur notre banc avec Luis Enrique. Ça fait plaisir et ça fait surtout rigoler de le voir ressortir cette formule qu'il a utilisée avec quasiment tous les entraîneurs sous l'ère QSI, sauf Christophe Galtier bien sûr. Là, il la ressort, même si pour Luis Enrique, on ne sait pas dans quel sens il faut l'interpréter parce qu'il y en a d'autres qui ont été qualifiés comme tels et qui quelques mois plus tard n'étaient plus là. Bref, trêve de plaisanterie. Sur le mercato hivernal qui approche, Nasser a dit que si une opportunité se présente, le club l'étudiera. Voilà dans quel état d'esprit on se présente avant cette fenêtre des transferts. C'est très classique, bien sûr, ce mot qui revient tout le temps sur les mercatos d'hiver, à savoir opportunité, un mot que j'aime pas vraiment, parce que en général, derrière opportunité se cache bêtise, tout simplement. Je parle pas pour le PSG particulièrement, mais pour tous les clubs. Par exemple, l'hiver dernier, le Bayern, qui préfère mettre 30 millions sur Sacha Boué que 25 sur Mukiele, aujourd'hui, Boué est blessé assez souvent et il cherche à le prêter à l'Olympique de Marseille. Voilà, on peut parler d'une bêtise, d'un achat fait dans la précipitation et c'était parfaitement prévisible au moment du transfert. Donc c'est ce genre d'opération que j'aimerais que le club évite. Les histoires de Brésiliens avec du potentiel, des qualités fortes. Beraldo à la relance, Moscardo, le joueur, d'ailleurs Luis Enrique l'a même dit cet été, quand il lui dit écoute, il faut que tu te trouves un prêt parce que tu n'es pas prêt pour évoluer dans mon effectif, il dit publiquement, Moscardo, le joueur que j'ai là, c'est pas celui qu'on analysait avant de signer. Voilà. Donc il avait des qualités fortes, c'était un joueur que j'attendais vraiment, bon là, plus trop, mais tout ça pour dire que aller sur ces championnats mineurs, chercher des joueurs qui vont passer de leur club formateur, de leur cocon familial aussi peut-être, à l'Europe pour les Sud-Américains, ou Paris, la grosse pression, la Ligue des Champions. Un style de jeu tout à fait particulier, celui de Luis Enrique. Bon, c'est vrai que ça, si on pouvait aussi l'éviter, ce serait pas trop mal. Du côté de Luis Enrique, dans la presse, on fait filtrer que c'est un ailier gauche et un défenseur central droit qui est attendu, qui est recherché, ou du moins c'est là où on a le plus de manque aux yeux de notre cellule de recrutement. Le central droit, je comprends, parce que c'est ce qui était visé cet été initialement, avant qu'on se rabatte sur un gaucher avec Pacho, et on se rend compte qu'il ne peut pas jouer à droite, Pacho. D'ailleurs, sur le but de Nantes, ce week-end, où il se fait enrhumer, il est sur le côté droit, alors qu'il est gaucher. Ça pourrait être une circonstance atténuante sur cette action où il se fait un petit peu ridiculiser. Peut-être que c'est beaucoup moins instinctif dans les changements de rythme, sur les prises d'appui, lorsqu'il se retrouve sur le côté droit. Enfin, c'est même certain, d'ailleurs. Voilà. Et ça explique une grande partie de son action déplorable sur le but de Nantes.
ce week-end. Bref, voilà, derrière Marquinhos, il faut du monde, surtout que Marquinhos, au mois de février, il a un peu l'habitude de se péter. Hein. L'année dernière, il avait été absent un gros mois, je crois, après le match contre Nantes. D'ailleurs, le même match contre Nantes, juste après le match aller contre la Real Sociedad. Donc voilà. Visiblement, Luis Enrique veut un central droit. Et puis un ailier gauche. Ça peut se discuter. Hein. Ça peut se discuter parce que oui, il faut un ailier gauche. Mais pourquoi pas d'ailier droit, en fait. Derrière ou devant Ousmane Dembélé. Et puis surtout, sur ce côté gauche, je pense qu'il y a plus d'impératifs, disons, que sur le côté droit. Par exemple, on vise Kvaratskhelia, on le sait très bien, il a toujours pas prolongé au Napoli. Bon, n'allons pas nous griller cet hiver en recrutant quelqu'un dans cette zone-là, si on a l'occasion de le faire, lui, l'été prochain, tu vois. Alors qu'à droite, c'est un peu plus flou. Et il y a Mbaye qui va arriver aussi. Hein. Alors Mbaye, c'est particulier parce qu'il a joué à gauche sur certains matchs en préparation avec les pros, mais il joue à droite avec les jeunes. Et je crois que son poste préféré est à gauche, hein. Reste quand même à gauche, Mbaye. Mais c'est à droite, c'est bonne prestation avec les U19. Voilà. Bon, voilà grosso modo ce qui se dessine un petit peu pour cet hiver au PSG. Bien sûr, revenons d'abord sur la grosse info de la semaine. Mohamed Salah qui est déjà qui multiplie publiquement les déclarations qui, à minima, mettent la pression sur son club afin de le prolonger, ou alors prépare le terrain pour un départ annoncé. Par exemple, ce week-end, après le match contre City, il a dit, voilà, c'était peut-être mon dernier match à Anfield contre Manchester City, une équipe qu'il aime bien affronter, surtout à Anfield. D'ailleurs, il a encore marqué et délivré une passe D. Il est en pleine bourre. Est-ce que c'est un moyen de mettre la pression sur son club? Moi, je vais plus là-dessus, hein, que un truc qui vise à préparer un possible départ. Donc, selon l'équipe, Loïc Tanzi, il serait en discussion avec le PSG et même ouvert à une arrivée chez nous. Sauf que dans le même papier qui sort, donc l'info des discussions, le club dément. Des sources parisiennes disent non, on est utilisé pour qu'il revalorise son salaire. Juste après, plein de sources anglaises, Ben Jacobs par exemple, hein, le porte-parole quasiment officiel de l'entourage de Nasser, a dit non, ils sont utilisés. Et malgré tous les démentis dans les médias de la part du club, Nasser y est allé de sa déclaration, en disant c'est un formidable joueur, tous les clubs le veulent, mais nous, on n'est pas dessus, on n'a rien à voir avec ça, on n'en veut pas. C'est quand même très bizarre quand même, hein. C'est vraiment, on n'a jamais vu le club s'activer autant pour démentir les rumeurs, voilà, avant même que ça devienne plutôt concret. Dans tous les articles, il y a eu les démentis du club. Donc c'est-à-dire que ça filtrerait peut-être du côté du joueur, ce qui me fait penser à une info faite pour négocier une revalorisation salariale. Hein. C'est un procédé assez classique. Le dossier Bernardo Silva, on se positionne, il prolonge un mois après. Kimmich, on se positionne depuis 2 mercato. Au final, il devrait prolonger au Bayern. Voilà. De notre côté, on peut aussi se dire que le club fait filtrer cette info pour faire passer la pilule de cette mauvaise période aux supporters en leur disant, vous voyez, on peut encore attirer les grosses stars. Attendez l'été prochain, attendez encore une fois le mercato, vous ne serez pas déçus. Rappelez-vous, après le match aller contre la Real Sociedad et l'annonce du départ d'Mbappé, là on était vraiment sur un moment très PSG, très Nasser, parce qu'on nous avait vendu un grand joueur, par ligne, qu'on attend toujours. Voilà, la star, la tête de gondole qu'ils allaient nous recruter après Mbappé et qu'ils faisaient fuiter. Mais pour une fois, je ne serai pas dur avec le club. Ça va dans le sens d'une info qui filtre du côté de Mohamed Salah. Après, le nombre de démentis et que Nasser parle publiquement, je trouve ça un peu étonnant, disons. Voilà. Pour revenir sur Mohamed Salah, joueur qui aura donc 33 ans en juin prochain à l'expiration de son contrat, mais un athlète hors pair qui se blesse très peu, qui a une super hygiène de vie, qui joue dans le championnat le plus intense du monde et qui est le meilleur joueur actuellement tout simplement de ce même championnat. Il est vraiment au sommet. Ce qui n'est pas comparable avec la situation d'un Wijnaldum, par exemple, qui, lorsqu'il signe au PSG en 2021, sort d'une saison compliquée. C'était vraiment
en deçà de son niveau habituel, sa dernière saison à Liverpool. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ne l'ont pas prolongé et qu'ils l'ont laissé partir. Là, on parle d'un prétendant, enfin, c'est difficile parce que ça fait que 1 mois que le Ballon d'Or, le dernier, a été donné. Mais aujourd'hui, voilà, si on avait en redonné un deuxième, on parle d'un prétendant très clair au Ballon d'Or avec Mohamed Salah. Surtout que là, il n'y a pas de compétition internationale qui va venir un peu couper sa saison. Il va pouvoir se concentrer avec Liverpool qui collectivement sont très très bien partis. Après, l'équipe du mois de novembre, très souvent, c'est pas celle du mois de mai. Eux d'ailleurs, quand ils remportent la Ligue des Champions en 2019, je crois que c'était avec en poule des statistiques pas très glorieuses, notamment la défaite au Parc contre nous. Donc voilà. On parle quand même d'un joueur voilà, qui aujourd'hui fait partie des meilleurs du monde. Moi, j'aimerais juste revenir sur cette question de 33 ans par rapport au fameux projet jeune du PSG. Je trouve qu'il faut un juste milieu chez nous dans les analyses. Et ce dont je suis convaincu, c'est que cette histoire de projet jeune, c'est une posture du club. Nous vendre ça, quand l'été dernier, t'as tout fait pour signer Kvaratskhelia, qui est un peu plus vieux quand même que les joueurs qui ont été recrutés. 23-24 ans, c'est une autre tranche d'âge. Quand l'hiver dernier, tu voulais absolument Guimarães, et c'est Luis Enrique qui le voulait. Quand tu as voulu faire signer Kimmich, voilà, Alvarez tout simplement. Moi, je pense que si le club peut faire signer un top joueur de 26-27 ans, il ne s'en privera pas. Là, ça parle de Vinicius en Arabie Saoudite. Bien sûr que si ça commence à s'exciter sur un départ de Vini, le PSG sera sur le coup. J'en reste convaincu. Et Luis Enrique, voilà, il demande des joueurs qui n'ont pas que 21 ans. Maintenant, tout le problème, c'est attirer ces joueurs. Parce que ils sont sur un marché qui aujourd'hui coûte très cher en matière de salaire, indemnité de transfert. Eux aussi ont des prétendants qui ont peut-être plus d'arguments que toi pour les signer. Par exemple, un championnat un peu plus huppé. Donc voilà, c'est vrai que... et bon, pour revenir sur nous, j'ai envie de tirer une petite balle sur Luis Campos. J'ai de gros doutes sur sa capacité à faire ce genre de deal en fait. Les gros deals à 70-80 patates là, sur des gros joueurs, je le vois vraiment pas capable de faire ça. Et globalement, à l'échelle de sa carrière, il l'a très peu fait. Et pas beaucoup depuis qu'il est au PSG. Voilà. Et puis surtout, ce groupe jeune, il faut l'encadrer. Je pense qu'il faut un juste milieu avec des cadres qui ne doivent pas être Ousmane Dembélé, certainement pas. Achraf remonte dans mon estime là-dessus. Mais voilà, pour moi, il faut les encadrer et puis surtout trouver un joueur capable de dépassement de fonction déjà. Parce que tactiquement, c'est vrai qu'on a des joueurs très enfermés dans leur qualité intrinsèque. Enfin, Pacho, typiquement, on parlait, quand il se décale à droite, c'est beaucoup plus compliqué. Beraldo, à part la qualité de relance, c'est très compliqué. On a beaucoup de joueurs qui, voilà, peinent à faire du dépassement de fonction. Les attaquants, bien sûr, surperformer leurs expected goals, par exemple, c'est le bout du monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans l'idéal, avoir un joueur capable de changer le cours d'un match à lui tout seul, parce qu'aujourd'hui, on ne l'a pas. Barcola ne l'est pas, peut-être qu'il le sera un jour, et encore, j'en suis pas sûr. Dembélé, lui, il le sera jamais, c'est terminé, voilà. Même nos numéros 9, Ramos, machin, faut arrêter de croire à tous ces trucs. Donc voilà, avec Salah, on a une régularité dingue à la finition. C'est un joueur des grands matchs. Notamment, par exemple, City peut témoigner, encore une fois, ce week-end. Parfois, c'est vrai qu'il peut croquer à la finition, comme ce week-end sur son face-à-face. Mais à tout moment, il peut avoir l'éclair de génie. Et surtout, par la frappe, par le dribble, parce que à l'échelle de sa carrière, c'est un ailier virevoltant, qualité dans le 1 contre 1 et tout ça, mais aussi par la passe. C'est vrai que ces derniers mois, il s'est transformé en un joueur très créatif, qui trouve des chemins de passe sensationnels. En témoigne celle pour Gakpo ce week-end. Bien sûr, il fait les efforts défensifs, hein, c'est un joueur d'équipe, même si
bah, il y a eu les petits problèmes avec Sadio Mané à un moment donné. On rappelle que les deux ne s'entendaient pas forcément très bien. Ensuite, quand tu es un club détenu par les Qataris, bien sûr que la nationalité rentre en compte. Il est égyptien. Déjà, c'est une star mondiale, avant tout, mais aussi et surtout à l'échelle africaine. Bien sûr que pour le Qatar, c'est très important. Il a 63 millions d'abonnés sur Instagram, soit autant que le compte du club officiel. Après, peut-être qu'actuellement, il bénéficie de la très large base fan de Liverpool, qui ont des supporters un peu partout dans le monde, et ils ne le suivront probablement pas s'il quitte le club, mais ça n'en reste pas moins un joueur très très médiatisé. On peut le qualifier de sous-coté. C'est vrai que d'un côté, c'est un des joueurs pour moi les plus sous-cotés de la dernière décennie, mais de l'autre, bon, il a quand même un certain rayonnement. Il incarnerait le projet, évidemment que ce serait notre premier vendeur de maillots, qu'il ferait venir des gens au stade, donc tout ça serait très positif. Après, de son côté, il pense à la Coupe d'Afrique des Nations. On sait que l'Égypte est le pays le plus sacré dans cette compétition, mais depuis 2010, plus de CAN, voilà, ils en ont 7 au compteur, et ils n'en ont eu aucune avec lui, donc bien sûr c'est son grand objectif. Peut-être que il va se dire, le PSG, ses infrastructures avec le campus à Poissy, la Ligue 1 me permettront de préparer cette CAN. On l'a vu avec Achraf Hakimi, on est plutôt souple sur les calendriers internationaux, on laisse voilà nos joueurs aller avec leur sélection machin. Bon, très clairement, on se fait marcher dessus la plupart du temps, mais ça c'est pas grave. Pour les joueurs, ils sont contents. Alors après, quand on dit ça, c'est sûr qu'on pense tout de suite à ce bon vieux Pionel Pepsi qui nous a pris pour sa salle de sport et qui, après son sacre en Coupe du Monde, a fermé la boutique. C'était terminé. Et bien sûr, on espère qu'avec ça là, ça n'arrivera pas. Surtout que il y a eu quelques saisons où la CAN lui a vraiment coupé les jambes. Donc là, la saison prochaine, déjà, il faut savoir que la CAN, elle est du 20 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Donc pas sur une période de Ligue des Champions si on en suit le calendrier de cette saison. Là, dernier match de l'année civile en LDC, donc mardi prochain, le 10 décembre. Donc ensuite, t'envoies ton joueur à la CAN, pas de problème, il joue ça fera 4 matchs. Et ensuite, en janvier, tu ne reprends que le 22. La finale étant le 18, tous les Africains ne vont pas en finale, évidemment, il n'y a que 2 pays. Donc, potentiellement, il est de retour. Donc voilà, c'est plutôt un bon point. Mais par contre, la saison dernière, quand l'Égypte se fait éliminer assez tôt par... C'était la République démocratique du Congo, je crois. Salah, il revient, il est plus bon. Sur la deuxième partie de saison dernière, il met 4 buts de passe D en Première Ligue, alors qu'il était beaucoup plus haut en première partie de saison. Mais vraiment, il marchait sur l'eau, et quand il revient, il est complètement coupé. Pareil en 2022, quand ils perdent la finale contre le Sénégal, première partie de saison, donc avant la CAN, il met 16 buts, 9 passes D en Première Ligue, et quand il revient, 7 buts, 4 passes D. Il est coupé. Donc c'est vrai que c'est le genre de joueur qui peine un petit peu à revenir des échecs. Alors après, peut-être que cette fois ce sera la bonne, qu'il va marcher sur l'eau et qu'il reviendra pour aller chercher le ballon d'or. Bref, voilà concernant Mohamed Salah. Alors la question de son utilisation se pose bien sûr dans ce rôle d'ailier droit. Moi je trouve que il rentrerait parfaitement dans le système Luis Enrique, occupation du demi-espace, plus large aussi, peut-être faux numéro 9. Sur l'adaptation, alors il y a la question de la CAN, mais par contre sur l'adaptation, j'ai aucun doute. Sa première saison à Liverpool, il plante 50 pions. Et là, ils ont changé d'entraîneur, pour la première fois, donc depuis, en fait, il découvre un autre entraîneur que Klopp. Et avec Slot, ça se passe très bien. Il est au sommet de son art, Mohamed Salah. Donc voilà, là-dessus, il n'y a pas trop d'interrogation, disons. Donc c'est vrai que je suis à fond pour aller 1 an de contrat, peut-être 2 max. Et puis en matière de salaire, c'est vrai que Liverpool est un club qui n'est pas très dépensier. C'est pas un club qui va surpayer ses joueurs, donc je pense que tu peux faire une proposition salariale supérieure à celle de Liverpool assez facilement. Bref, passons à quelque chose qui colle plus au projet Luis Campos. Je suis désolé les gars, retour à la réalité. Martin Baturina, milieu offensif croate de 21 ans, qui selon des médias locaux est pisté par le PSG. On veut carrément poser 25 millions sur lui. Alors on ne sait pas trop selon les sources si c'est bonus compris ou sans les bonus, les 25, parce que ça paraît quand même assez élevé. Et on ne sait pas aussi si c'est pour le récupérer dès cet hiver ou si on le prête
jusqu'à la fin de saison à son club qui est le Dynamo Zagreb. D'ailleurs, le président du Dynamo a parlé, a dit qu'ils avaient plein d'offres toutes les semaines pour lui et pour d'autres joueurs, et il disait que voilà, il allait pas partir, machin. Bon, ils disent tout ça. Je rappelle qu'avec les Croates, alors c'était un autre club, Split, et d'autres médias, mais il y a quelques années, rappelez-vous de la rumeur Vuskovic, qu'on annonçait au PSG, et au final, il n'est jamais venu. On l'attend encore. Donc là, peut-être qu'on aura le même dossier, même si ça n'a pas grand-chose à voir, hein, comme je l'ai dit. Bref. Baturina, évidemment, tu le connais si tu as regardé les matchs de Monaco en Ligue des Champions cette saison, hein, parce que lors du 2-2 entre les deux équipes, il a mis un but magnifique et une passe D, pareil. Donc il a performé en Ligue des Champions, il a des bons matchs à l'échelle européenne. Il est aussi international croate avec 9 sélections, et ce qui est intéressant avec sa sélection, c'est qu'il a joué des deux côtés de l'attaque, ailier gauche comme ailier droit, parce que c'est un joueur assez polyvalent. Après, je pense qu'au PSG, il pourra pas jouer ailier. On va développer tout ça, bien évidemment. Donc, 21 ans, déjà international, a joué la Ligue des Champions. On n'est pas sur Lucas Beraldo et Moscardo qui arrivaient du Brésil, en étant plus jeune aussi, hein, parce que je crois Beraldo avait 18 ans. Non, Beraldo est plus vieux que Moscardo. Moscardo avait 17-18 ans et Beraldo 20 ans. Il a fêté ses 21 dernièrement. Donc voilà, lui c'est un très bon milieu offensif avec une grosse qualité de passe, vision de jeu, capable de faire progresser le ballon, comme je l'ai dit par la passe, mais aussi par la course. Il va avaler les espaces, il va s'engouffrer dans les espaces sur les transitions rapides, sans être ultra décisif dans le dernier tiers. C'est vrai que parfois, il peut perdre en lucidité à la fin d'un rush sur une frappe un peu manquée ou une passe qui serait un peu trop molle, mal dosée. Dans les duels, il est plutôt bon pour conserver, pour résister aussi. Donc ça, c'est pas mal, il a bien progressé là-dessus. Après, j'ai vraiment du mal à imaginer ce profil dans l'équipe, en fait, à le faire entrer dans ce 11 très particulier que cette disposition de Luis Enrique. Déjà, il peut pas jouer trop excentré. Il a besoin d'être dans un rôle assez axial. Donc, sachant que le club recherche, et je pense a besoin en priorité de joueurs sur les ailes, si on le recrute pour le mettre ailier, ça va faire un scénario à la Désiré Doué, qu'on vit actuellement. D'ailleurs, on va y revenir là-dessus. Il fait 1m72 pour 68 kg. Donc au niveau du gabarit, l'adaptation à la Ligue 1 me semble compliquée, surtout en plein mois de janvier. On parle donc d'un joueur qui pourrait jouer relayeur. Voilà. Mais le problème, c'est que ce rôle de 8 au PSG, il est très spécifique. Et cet été, on avait les mêmes interrogations sur Désiré Doué. Je vous disais, Désiré Doué, bon, il rentre en tant qu'ailier gauche, il peut jouer relayeur numéro 6 à Rennes, mais dans le système PSG, où est-ce qu'il peut jouer? Je vous disais, ailier, je ne lui vois pas d'avenir à terme, parce que c'est difficile quand il part arrêté, ou alors quand il a fait la différence, il peine un petit peu à faire le geste qui va derrière. Le poste de relayeur au PSG est très particulier. Il ne suffit pas d'attendre le ballon et de faire des arabesques. Il s'agit de courir énormément déjà. Notre relayeur court beaucoup. De couvrir les montées de Nuno, Barcola, se connecter avec eux. Donc c'est vraiment un rôle multifonctionnel dans lequel il est compliqué d'imaginer Baturina aujourd'hui. Comme cet été, il était compliqué d'imaginer Désiré Doué. Mais vraiment, je trouve que les deux dossiers sont assez comparables parce que tu recrutes un joueur que tu sais pas où tu le feras jouer, mais tu le recrutes quand même. Parce que c'est une petite pépite. Bon, Désiré Doué, il y avait le côté les supporters le veulent, c'est un crack français, faut pas le laisser passer après avoir loupé Matistel. Hein. On sait que Nasser en a beaucoup voulu aux recruteurs d'avoir loupé Matistel qui est allé au Bayern. Donc voilà, c'est vrai qu'il y avait peut-être cette dimension-là avec Désiré Doué, mais globalement, voilà, tu recrutes le mec parce qu'il a des qualités très fortes, mais qui globalement ne répondent pas vraiment aux besoins que tu as dans ton équipe en fait. Et surtout le Dynamo Zagreb, c'est une équipe verticale, c'est une équipe de transition. Hein. Quand tu regardes les vidéos de Baturina, il va dans des espaces que le PSG n'a pas. Face au bloc bas, je pense que ça peut être compliqué, surtout qu'en plus dans le dernier tiers, il se précipite un peu. Donc face aux équipes de Ligue 1 qui nous attendent dans leur surface, parce que quand tu arrives, que tu es jeune, bah, le temps de jeu que tu as, c'est forcément dans ce style de match. Hein. C'est pas en Ligue des Champions quand les matchs sont ouverts. C'est face au bloc bas de Ligue 1 les vendredis soirs avant justement la semaine de la LDC. C'est là où les jeunes doivent gagner
leur place et montrer ce qu'ils savent faire. Le problème, c'est que ça colle pas du tout avec les physionomies de nos matchs, en fait. Je peine vraiment à voir à voir où est-ce que ce joueur pourrait être intégré, voilà. Et puis surtout, avec Doué, on est en train de se rendre compte que l'étape intermédiaire avant le top club européen a été sautée, et du coup, il faut être d'autant plus patient avec lui. Baturina, je pense que ce sera ça, puissance 10. Je pense que là, la marche est un peu haute, et c'est vrai que je suis assez sceptique sur cette info. Moi, d'habitude, j'aime bien ce genre de milieu. C'est vrai que les milieux qui savent porter le ballon, qui ont une bonne qualité de passe, j'apprécie. Mais là, c'est quelqu'un que je vois, ouais, Bundesliga, Italie, Espagne, grand max, mais la Ligue 1, et surtout le PSG de Luis Enrique, je peine vraiment à l'imaginer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, avis très tranché. On se retrouve demain pour l'avant-match au CR-PSG, qui sera donc vendredi soir. D'ici là, prenez soin de vous, allez Paris avant tout bien sûr, et on se dit à très vite les amis. On espère que ça va un petit peu se calmer là, parce que la dernière en date de l'équipe, c'est l'histoire d'un désengagement de QSI qui suivrait l'actualité avec un petit peu moins d'intérêt qu'avant la Coupe du Monde 2022 et qui écouterait une offre de rachat. Je sais pas trop dans quel sens le prendre, parce que en fait, ce qui est marrant, c'est que instinctivement, quand tu lis ça, des deux côtés, les sceptiques ou les optimistes vont te dire « Oui, mais ils ont investi 350 millions dans le campus et là, ils veulent construire un stade. » Donc, les optimistes, ils vont te dire « Pourquoi ils vendraient alors qu'ils investissent comme ça ?» Mais de l'autre côté, j'entends aussi ceux qui disent « Ben en fait, ces infrastructures, ça fait des actifs qui font augmenter la valeur de ton club, qui est à 4 milliards aujourd'hui, bien sûr. » Voilà. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Honnêtement, j'ai pas d'avis là-dessus. J'ai pas d'avis sur les volontés du Qatar, machin. Je trouve que les investissements sont globalement les mêmes que les autres années. Enfin, il y a une réalité qu'il faut aussi prendre en compte, c'est le fair play financier. Donc, à un moment donné, les joueurs top classe mondiale, déjà, faut les attirer. Chose que tu n'arrives pas ou que tu ne peux pas faire sur certains dossiers, parce que aussi les clubs sont pas vendeurs, typiquement Kvaratskhelia. Je pense que le Kvaratskhelia, voilà, si on s'y intéressait, bon, on était prêt à faire un transfert à 80-90 millions. Donc, c'est vrai que cet impératif de masse salariale, il faut le prendre en compte. Après, les investissements sur le marché, ils sont les mêmes qu'avant, quoi. Enfin, Luis Campos a eu carte blanche pour reconstruire l'effectif. Et heureusement pour lui qu'il y a quelques joueurs qui sortent du lot, parce que dans la globalité, bon, il y a pas mal d'échecs, même s'il y en a qui sont pas pour lui. Et alors, ce qui est marrant, c'est que là, c'est le bordel un peu dans les médias, il y a beaucoup de choses qui fuitent du vestiaire. Et je me suis dit, mais Luis Campos, dont on louait sa capacité à remettre de l'ordre, de la sérénité dans ce vestiaire, c'est vrai, on peut tout dire, je trouve qu'il avait plutôt réussi cette mission-là. Remettre un peu de sérénité, voilà, le vestiaire marchait plutôt bien, il avait mis un bon équilibre. Et ben au final, aujourd'hui, il est trahi par les joueurs qu'il n'a pas voulu, Luis Campos. C'est une réalité. Dembélé, il n'en voulait pas. C'est Nasser qui le fait. Kolo Muani, encore pire, tout le monde le sait que Kolo Muani, il ne voulait pas et que c'est une folie de Nasser. Donc voilà. Et donc, bon, c'est Moussa Sissoko qui est un peu derrière tout ça. On le sait aussi qu'il déteste Moussa Sissoko. Et donc, Sissoko, voilà, fait filtrer un petit peu tout ça. Même s'il y a aussi du Jorge Mendes avec Barcola et aussi Asensio qui a été cité. Bref, c'est très compliqué de démêler le vrai du faux dans tout ça. Bonne soirée à tous. Ciao les amis. Prenez soin de vous.